Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week Echo. Depuis dimanche dernier, le Bénin organise l'exposition Art du Bénin d'hier et aujourd'hui de la restitution à la révélation. Un vernissage qui met de façon simultanée un coup de projecteur sur l'art classique du Bénin, les 26 trésors royaux avec en prime justement des artistes contemporains du Bénin et de la diaspora. Une exposition inédite dont nous analyserons les pourtours et justement les retombées avec les confrères dans le décryptage. Et l'autre art sur lequel nous mettons la lumière, c'est l'art culinaire. Aujourd'hui, la gastronomie est un outil de développement durable et touristique. Et au-delà des œuvres culturelles actuellement en exposition, on se demande quelle place tient la gastronomie dans le développement économique du Bénin. Ce sera le sujet du dossier de la semaine avec, tenez-vous bien, une dame aux doigts magiques. Merci donc de nous rejoindre sur Week Echo. Tout de suite, le mini-journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal de Week Echo. Le Bénin compte environ 73 langues maternelles et depuis des années, ces langues font l'objet de nombreuses réflexions quant à leur valorisation. Suivez cet élément de Sabirat Ao, présenté par Uvaïs Palogon. Elle est le moyen de communication la plus fréquente entre les humains. La langue, premier moyen d'expression, permet la diffusion des connaissances dans le cadre de l'éducation formelle. La langue, dont le soubassement est la culture. À partir du moment où on a dit que nous sommes indépendants, l'indépendance d'un peuple commence d'abord par sa culture. Et puis c'est ça, la culture qui est la base du développement. Et quand on prend la culture comme base de développement, cette culture-là a une racine pivotante, c'est la langue. Vous perdez votre langue, vous perdez la base de votre culture, vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. En plus du français reconnu comme langue officielle, on distingue autant de langues nationales que de communautés existantes. Une diversité linguistique devenue un obstacle au développement. Mais pour y remédier, l'enseignant-chercheur propose 5 pistes à explorer. C'est de pouvoir établir le répertoire exhaustif de toutes les communautés sur le plan national. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir établir la carte linguistique du Bénin. Et le troisième objectif, c'est l'historique de chaque communauté. Et faire la promotion des langues, il faudrait connaître d'où ces peuples viennent, où ils en sont arrivés et qu'est-ce qui fait leurs forces et leurs faiblesses. Et quatrièmement, c'est de pouvoir établir les rapports qui existent entre les communautés, à l'intérieur d'abord du pays, et entre les communautés à l'extérieur. Et le cinquième élément par rapport à ce que j'ai dit, c'est de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires qui permettent justement de choisir les langues qui doivent faire partie de notre système éducatif formel. Avec l'avènement technologique, le processus d'apprentissage et de valorisation des langues devient aujourd'hui plus facile. Ça doit être des facteurs favorables pour faciliter cet apprentissage-là. C'est une très très bonne chose. Et c'est en cela que nous disons que si réellement nous voulons être nous-mêmes, c'est de pouvoir retenir aussi la langue comme base de notre développement. Un enjeu déjà bien appréhendé par les gouvernants qui font de la technologie un atout pour relever les défis dans le domaine de l'éducation à travers la mise en place de la synergie alphabétisation, enseignement de la formation technique et professionnelle et numérique. Les guides de tourisme sont des personnes qui se révèlent des ambassadeurs culturels des régions qu'ils représentent. Malheureusement, depuis quelques années, ce métier souffre de l'énorme diminution des activités touristiques dans le monde à cause de la pandémie de Covid-19. Les guides de tourisme, quelle place dans le développement d'un pays? La réponse dans ce reportage. Ils sont sollicités en général par les touristes ou les vacanciers lors de leur premier voyage dans une région. Eux, ce sont les guides de tourisme, réputés pour aider le visiteur à comprendre, apprécier et jouir de ce qu'il voit. Le guide de tourisme, c'est une personne physique qui élabore des circuits touristiques
et qui amène ces touristes-là sur les différentes potentialités touristiques afin de leur dire les histoires que regorgent ces sites. C'est l'interlocuteur principal du touriste. Et puis, disons, c'est celui qui maîtrise pratiquement tout ce qui est culture, héritage, religion, histoire d'un pays. Le guide de tourisme est donc suffisamment cultivé pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs. Il a une parfaite maîtrise de l'histoire, des anecdotes, de la tradition et de la culture du lieu visité. Il y a plusieurs types de guides, les guides de tourisme, les guides accompagnateurs, les guides locaux, les guides sur site, les guides conférenciers. En ce qui concerne les sites, il y a des guides sur site. Ce sont ceux-là qui connaissent l'histoire de cette localité, de ce site spécialement. Quand je prends l'exemple du temple de Python à Ouidah, vous verrez que ce sont des autochtones, des adeptes de ce Python qui exposent ou qui racontent l'histoire du temple de Python. Si le secteur du tourisme apporte de la richesse à la communauté de par ses diverses activités touristiques, le guide de tourisme est celui-là qui favorise l'économie locale en tant qu'agent économique de premier rang. Le guide est une personne très importante parce que c'est lui qui favorise l'économie locale, c'est lui qui est un agent direct entre le touriste et la localité ou la région ou la ville. Quand vous allez dans une région, vous impactez la région parce qu'il y a des restaurants, il y a des artisans. Tout ce monde, quand les touristes les voient, ils veulent dépenser. Et donc, il impacte économiquement les régions. En plus, vous savez, il y a des touristes qui ont envie peut-être de contribuer à la construction d'une école ou de fournir quelques matériels à un centre de santé. Donc tout cela permet à travers la facilitation du guide touriste et communauté locale à faire avancer ce genre de projet. Avec la pandémie du coronavirus, le guide de tourisme est un métier qui souffre de l'énorme diminution du tourisme dans le monde. Mais tant qu'on pourra voyager et qu'on voudra découvrir, il y aura toujours de la place pour un guide de tourisme. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est un véritable enjeu de trafic et de navigation. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournir beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer.
Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Et ce sera tout pour ce mini-journal. La Week Echo se poursuit avec vous, Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Amandine Anyambossou, pour ce tour d'horizon. Et l'autre tour d'horizon que nous faisons à travers la revue de presse économique, c'est une signature de Arnaud Adadia. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse économique. Le vernissage de l'exposition A du Bénin d'hier et d'aujourd'hui a fait la une des parutions de cette semaine. La presse du jour affiche à propos « Les trésors royaux s'offrent désormais au public ». Là-dessus, Gaskiani Info constate à la faveur de cette exposition, en relayant les propos du chef de l'État, le peuple béninois a un génie. Celui de s'entendre sur l'essentiel, son lien commun, ses racines culturelles et patrimoniales. Le journal ajoute que l'instant de vernissage révélé, les bisbilles et autres intrigues ont été à première vue soigneusement rangées derrière des tableaux artistiquement peints qui ornent le palais du peuple. Le quotidien du service public La Nation a consacré sa une à cet événement et affiche art d'hier et d'aujourd'hui, des merveilles du Bénin révélées. La hausse du prix des denrées alimentaires a intéressé Gaskiani Info. Le journal constate que de 150 francs, le kilogramme du gari est passé à 400 francs, voire 600 francs. Une hausse qui rend la vie difficile aux étudiants. Hier, nourriture des pauvres, le gari est devenu aujourd'hui un produit de luxe, pouvait-on lire dans ces colonnes. D'une cherté à une autre, la presse du jour nous rapporte le déroulement du dernier rassemblement des syndicats contre la cherté de la vie. Le journal a relayé aussitôt la réaction du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, qui est monté au créneau afin d'apaiser et de rassurer des efforts du gouvernement pour atténuer les effets du phénomène. Le gouvernement est également soucieux de la qualité des matériaux de construction vendus aux Béninois. La presse du jour écrit à ce sujet « Commercialisation du fer à béton et des tôles galvanisées au Bénin ». L'exécutif invite producteurs et importateurs à la qualité et au respect des normes, rapporte la presse du jour à sa page 2. C'est par le biais d'une séance de travail que la ministre du Commerce a lancé le rappel à l'ordre. L'autre produit dont la qualité préoccupe également le gouvernement, c'est bien le ciment. Et Fraternité nous annonce la construction d'une cimenterie de grande capacité, 500 tonnes de clinker par jour, pour disposer du ciment pour les consommateurs, mais également pour les chantiers de l'État. Enfin, quel est le nouveau type de partenariat économique entre l'Afrique et l'Union européenne? S'interroge l'économiste béninois Khaled Higué, présent au récent sommet en Europe. Ce dernier propose comme réponse un transfert des compétences et des technologies, une réinvention du multilatéralisme, un co-investissement et une co-entreprise. Il ajoute aussi que la pandémie du Covid-19 est un exemple palpable de la nécessité d'un tel dispositif pour permettre à l'Afrique de satisfaire par elle-même ses propres besoins. Fin de cette revue. Merci à vous Arnaud Adadia, qu'on retrouve dans quelques instants sur le plateau du décryptage. Il sera question du vernissage de l'exposition publique diptyque au Palais de la Présidence. Arnaud
Arnaud Adadia, donc, avec moi déjà en plateau. Arnaud, bonjour. Bonjour, Eloïs. Merci d'être avec moi. C'est moi. À côté d'Arnaud, eh bien, il y a Emmanuel Tonidaho Tometi. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Eloïs. Merci d'être là. Merci. Alors, Emmanuel, je le disais, depuis dimanche dernier, eh bien, le Bénin est sous le feu de la rampe avec cette exposition qui a lieu au Palais de la Présidence, Art du Bénin, d'hier et aujourd'hui, eh bien, de la restitution à la révélation. L'envergure que prend cette exposition, elle est inédite. Oui, et c'est tout mérité d'ailleurs pour nous. Oui. Quand je dis nous, c'est acteurs culturels, c'est artistes, c'est toute cette chaîne qui travaille au quotidien pour la visibilité de l'art au Bénin. Et aussi nous, étant béninois, c'est une fierté, c'est une fierté totale. Cette belle exposition que moi j'ai déjà visitée, que je vais repartir d'ailleurs. Il faut visiter autant de fois que possible parce que c'est gratuit. Pas parce que c'est gratuit. Bon, c'était disons que c'est gratuit, c'est pour ça qu'il faut aller voir 1001 fois. Mais moi qui pendant longtemps j'ai eu la chance ou la grâce de voir des expositions un peu partout dans d'autres pays et qui me posait la question, est-ce qu'un jour j'aurai la chance de voir ça dans mon pays? Et ce jour est arrivé. Et en allant voir cette expo le dimanche dernier, à un moment donné, je me disais, est-ce que je suis bel et bien au Bénin? Parce que c'est magnifique. Ce n'est pas seulement disposer des œuvres d'art pour qu'on aille voir, mais c'est de respecter des normes. C'est de montrer le travail, c'est de montrer la valeur de l'artiste béninois. Et quand vous passez du temps devant les œuvres, nos trésors royaux, et vous allez vous poser la question, mais ces personnes, en son temps, il n'y avait pas les machines. Comment est-ce qu'ils en arrivaient à créer des œuvres aussi magnifiques? En utilisant leurs mains, en utilisant peut-être des marteaux, je sais pas, des ciseaux, du matériel, voilà, et tout. Et ils ont produit des œuvres avec des détails bien précis. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est en cela que je trouve juste qu'on associe la nouvelle génération, que nous appelons communément la contemporaine, à cet art-là. On va revenir sur ce lien qui est créé. Mais déjà, Arnaud Adadia, c'est bien la première fois que les arts au Bénin sont si grandement célébrés. Alors, est-ce qu'on va dire que les 26 trésors royaux en valaient la peine? Les 26, vous demandez si les 26 trésors royaux en valaient la peine. Et vous auriez souhaité quoi? L'autre a dit être ou ne pas être, c'est quand même être. C'est-à-dire, c'est notre essence. C'est le béninois en lui-même, ça. Mais quand je suis en veste, je ne présente aucun aspect du béninois. Mais quand je me déplace, mais avec mon bochio, c'est pas ça qu'on m'identifie. Mais ou bien quand j'ai une toile de teinture sur moi, ou que quand je porte une tenue, le hachou qui est faite en toile de teinture, on sait que lui là, il vient du Bénin. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que ce qui a été fait il y a 129 ans en arrière par mes arrière-grands-parents, qu'on ne l'expose pas pour servir de passerelle aux artistes qui ont commencé leurs œuvres, de la nouvelle génération, qui ont commencé leurs œuvres depuis 1950 à nos jours. Donc c'est là tout le sens de cette exposition. Donc pour répondre à votre question, cela en valait la peine. Alors, vous l'abordiez tantôt, ça sert de passerelle entre l'ancienne génération, les artistes de l'ancienne génération, en griffe, bien entendu, et de la nouvelle génération, ceux qu'on appelle les artistes des arts contemporains. Alors, quelle lecture est-ce que vous faites de cette passerelle-là qu'on érige ou qu'on a voulu ériger à travers cette exposition-là? Non, ce n'est pas... Moi, pour ma part, mon interprétation personnelle, c'est pas forcément pour dévaloriser les artistes contemporains, mais c'est beaucoup plus pour les motiver, les encourager à faire plus que ce que leurs arrière-grands-parents ont réalisé. Pas forcément avec des instruments, même si c'était avec des instruments,
mais avec leur doigt. Vous parliez tantôt, dans votre introduction, de doigts magiques, mais là-bas, c'est des doigts habiles. Si vous me permettez, moi je ne parlerai pas de... vous avez utilisé, je ne sais pas quel thème tout à l'heure, la reconnaissance, c'est ça? Passerelle. Non, la reconnaissance, vous avez parlé de la reconnaissance par rapport aux jeunes, aux artistes contemporains, par rapport, ce n'est pas de la reconnaissance, non. L'art est évolutif. L'art, c'est... l'artiste que vous avez vu aujourd'hui, dont vous avez vu le travail, demain vous pouvez voir autre chose. Et dans cette exposition, vous allez voir le travail d'un artiste qui s'appelle Nathanaël Vaudounkhe, que moi j'ai eu la grâce d'exposer, puisque j'organise des cycles d'exposition aussi. Et le travail qu'il présente aujourd'hui n'est pas le travail qu'il présentait hier. Si aujourd'hui, pour ma part, si aujourd'hui on montre ou on permet à ce qu'on voit l'ancienne génération et la nouvelle génération, pour moi, c'est pour dire nous sommes des artistes, nous sommes un peuple qui a des valeurs culturelles, nous sommes un peuple qui a du savoir-faire, nous sommes un peuple qui a du potentiel. Là, c'est notre chose. Je me rappelle, si vous me permettez, je vais bien raconter cette anecdote-là. Au temps de Yayi Boni, l'ancien président, il y avait, le président était sorti, il disait, nous avons investi des milliards dans le coton, prions pour qu'il y ait la pluie, pour qu'on rentabilise. Et dans la période, j'avais fait une émission et je disais, dans la culture, on n'a pas besoin de prier pour qu'il y ait la pluie, pour qu'on ait de retombées. Nous avons des personnes talentueuses, nous avons des personnes, écoutez, Romuald Razoumé, dans cette exposition, comme de fois, des gens de mon âge ont vu des expositions de Romuald Razoumé au Bénin. Combien le connaissent déjà? Et pourtant, c'est des personnes qui font le tour du monde. Dominique Zinkpe, c'est des personnes qui font le tour du monde. Et ça, c'est la génération, avant la nouvelle génération que je peux citer, qui sont Rémi Samuse, dans l'exposition, Eric Mededa et beaucoup d'autres. Mais quand je prends même Rémi Samuse, qui est l'actuel, qui fait partie de l'actuelle génération, c'est des artistes qui sont exposés dans des grandes galeries de par le monde entier. Aujourd'hui, je pense que c'est tout mérite pour la nouvelle génération de se retrouver au sein ou au cœur de cette exposition qui montre que depuis des années ou depuis des siècles, le Bénin a une valeur. Et cette valeur, il est temps. Alors justement, cela me fait me dire, est-ce que ce n'est pas parce que ces artistes contemporains ne sont pas suffisamment connus au Bénin qu'il s'est senti la nécessité de les associer pour pouvoir les mettre un peu en lumière et montrer aux Béninois qu'au-delà des 26 trésors royaux, en tout cas de ce que nos aïeux faisaient, eh bien, il y a cette nouvelle génération qui a quand même du talent également et qu'il faut accompagner. De façon stratégique, qui les a mis en lumière? Le premier citoyen béninois de l'histoire de l'indépendance du Bénin, aviez-vous jamais vu un président de la République faire de la valorisation de l'art sa préoccupation personnelle? Cela veut dire que il a voyagé longtemps, même avant de devenir président là où il est. Il a compris que les œuvres d'art des Fadaïro, des Dominique Zinkpe, des Razoumé, du regretté Kofi Gaou, leurs œuvres d'art sont cotées à l'international, à côté des œuvres d'art de ce qu'on prend pour référence à l'international. Mais pourquoi est-ce que au pays, leur source, il y a des problèmes? On ne les connaît pas. Il y a méconnaissance. Et vous savez que pour une exposition, il faut une méthodologie, il y a une approche, une démarche. Vous avez vu le cadre qui est choisi. Il n'y a pas ce Béninois-là qui viendra nous dire que lui ne connaît pas le palais de la présidence. C'est la première maison de tous les Béninois. Et l'architecture même de la présidence en elle-même est de l'art. Et c'est là qu'on a exposé ces arts-là. Et quels arts? On a exposé les œuvres d'art. Pieds
et puis les arts contemporains. Ça dit, et c'est pour ça qu'on a parlé de diptyque, juste pour permettre à la jeune génération, parce que ceux qui ont produit, réalisé ces 26 œuvres-là, eux, ils ne vivent plus. Peut-être que c'est dans leur monde immatériel, de leur monde immatériel, qu'ils vont participer à cette exposition avec leur onction, avec leur bénédiction. Mais nous qui vivons, qui sommes encore en chair et en os, et qui faisons partie de la génération de ceux qui ont produit ces arts contemporains-là, nous existons, nous vivons. Donc c'est en cela que moi je dis que c'est là tout l'intérêt pour le chef de l'État de valoriser, de donner de la valeur à l'art béninois et de pousser sur un autre pan, de susciter les enseignants béninois ou les pédagogues béninois à tirer exemple de ça et à commencer par insérer ces réalités-là dans nos programmes d'enseignement. Voilà. Justement, Emmanuel, ce dialogue entre le passé et le présent, ce dialogue culturel, on va dire, entre le passé et le présent qu'on essaie de créer à travers cette exposition-là. Est-ce que c'est pour passer un message? Je pense que pour passer précisément un message, je ne saurais le dire. Oui, vous, en tant qu'acteur culturel, en tant que journaliste culturel, la lecture que vous faites entre ce dialogue qu'on a voulu créer. Non, mais c'est déjà à la fois passer un message, mais aussi se mettre la corde au cou, étant dirigeant, étant politique. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup de valeurs parce que déjà, avec l'avènement de Patrice Talon, il y a eu l'initiative de la classe culturelle qui aujourd'hui peine vraiment à décoller. Si aujourd'hui on veut que nos enfants, moi je travaille avec beaucoup d'espaces culturels et je peux dire que rares sont des jeunes de mon âge qui viennent dans une salle de spectacle. Quand vous organisez des expositions, combien de jeunes sont prêts à aller voir ces expositions? Vous savez, il y a, avant cette belle initiative du gouvernement, il y a le petit musée de la RECA de l'Obozumpa qui, depuis quelques années, nous permet de voir des RECA qui n'étaient pas au Bénin, qui sont partis du Bénin, qu'ils ont ramenés et tout ça. Mais aujourd'hui, si on veut réussir ce qu'on lance, cette belle initiative, il faut qu'on parte de là pour revoir notre système éducatif. On part de là pour participer à l'éducation culturelle pour la nouvelle génération. Bon, moi, je dis notre génération à nous, sacrifiée, pardon, mais la génération qui viendra, il faut qu'on ait ce goût-là. Et l'autre chose, quand moi j'ai vu cette exposition, je me suis dit, vous avez dit tout à l'heure que c'est le palais aussi est une œuvre d'art et tout ça. J'ai aimé, mais la question qu'il faut se poser est que après le mois de mai, quand les œuvres vont repartir dans des musées, est-ce que la salle, le gouvernement va maintenir cela pour organiser d'autres événements? Parce que j'ai lu dans l'une des publications qu'ils ont même prévu des lectures. Oui, oui, tout à fait. Pendant l'expo. Une fois par mois. Une fois par mois. Ouais, c'est pour dire, on amène l'art à la présidence, si vous voulez. Oui. On fait de la présidence... centre névralgique de promotion de l'art. Où on consacre une partie de la présidence à la population pour donner du goût à l'art. Mais est-ce que c'est juste de février à mai ou après ça va continuer? Parce qu'il faut que ça continue. Tout à l'heure, quand vous citez les noms des anciens, je peux dire pas des anciens, oui, des artistes nés, Fadairo, Zinkbe, Romia Hazoumé et tout, et que vous dites qu'ils ne sont pas connus au Bénin. Vous savez, c'est la responsabilité de l'État. Moi, j'ai eu la grâce d'aller déjà, je ne sais pas, 2 fois, la 3e fois, par la grâce de Dieu, dans quelques semaines, à la Biennale de Dakar. La Biennale de Dakar, qui est lieu tous les 2 ans, est bien accompagnée par le gouvernement sénégalais avant que les autres partenaires arrivent. La seule fois où moi j'ai eu le privilège de visiter une belle exposition
pas exactement comme ce que nous avons à la Marina. C'était lors de la dernière biennale au Bénin où il y avait une exposition au supermarché Cora, c'était à Ganrito. Ganrito, oui, tout à fait. Mais après, plus rien. Ça fait un moment maintenant. Il y a très longtemps. Il n'y a que les espaces comme l'Institut français, le centre et les autres espaces culturels qui accueillent la chose. Si on veut réussir ce pari, parce qu'ils nous ont donné du goût, il faudrait que le goût reste. Ils entretiennent. alors, il y a cet aspect que vous avez abordé tantôt, c'est ce caractère didactique. Pousser les Béninois à de plus en plus s'intéresser, aussi bien à l'école, hein, même penser à introduire ça dans des excursions peut-être, dans les centres culturels, pour voir les œuvres d'art dans les musées qu'on sort, parce qu'on a quand même des musées au Bénin et des espaces culturels, mais très peu de jeunes connaissent ces espaces-là, ne s'approprient donc pas l'histoire de leur pays à travers ces espaces-là. Et donc ce caractère didactique qu'on essaie de créer à travers cette exposition, il faut la pérenniser. Il faut vraiment la pérenniser. De quelle manière? Pendant longtemps, les Béninois n'ont pas disséminé ce qu'on appelle la responsabilité grand-air. Ce que je dis est tellement profond qu'il faut avoir une certaine maturité d'esprit, une certaine hauteur d'esprit pour comprendre comment on va disséminer une responsabilité grand-air. On voit la responsabilité en le gouvernement grand G. Mais le gouvernement grand G, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être ceux qui sont dans cette salle qui réalisent cette émission quand même. Ils ont été aussi des citoyens avant d'être là-bas, d'être aujourd'hui la lumière du peuple. Donc là, quand on dit le gouvernement, ce n'est pas le chef de l'État, c'est pas c'est le gouvernement qui implémente la politique. C'est le gouvernement qui dit voici ce que je veux. Mais il y a des cadres techniques qui travaillent avec le gouvernement, mais qui, parce que trop soucieux de leur poste, ne veulent pas dire la vérité à celui qui est le guide de la nation. Parce que le guide, en réalité... Alors on revient dans le... C'est juste pour dire... Non, je ne rentre pas sur le terrain politique. Je suis un agent de cette maison. Oui. Revenons sur le caractère didactique, la nécessité aujourd'hui. La nécessité, cela a fait appel à la responsabilité des instituteurs, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs de l'enseignement, de tous ceux qui ont certaines responsabilités dans l'éducation béninoise. Qu'est-ce que cela vous fait? Je vous donne un exemple. De voir votre petit garçon qui est à la maison aller chercher un peu du sol latéritique et de former une boule. Il commence par former quelque chose, vous restez tranquille, éloigné en retrait pour l'observer, et puis après, il met 2 trous. Il met 2 trous sur la boule. Et puis après, il dit, vous lui demandez, mais hey, garçon, qu'est-ce que tu as réalisé? Et il vous dit, ah, moi, j'ai fabriqué mon toléwa. Qu'est-ce que ça? Mais l'enfant est en train de décrire la réalité de chez lui. C'est déjà ça, le début de l'art. Mais est-ce que ça, là, on l'apprend à nos enfants à l'école? Vous vous rappelez, quand vous et moi, on était tout petits, et on était trop soucieux d'avoir notre propre maison, à telle enseigne qu'on allait chercher de l'eau avec nos mains, là, pour fabriquer quelque chose. Est-ce que ça, ça s'apprend aujourd'hui à l'école? C'est ça, là, qu'il faut se réapproprier. Et s'il faut se le réapproprier, on doit aider aussi l'État. Comme il le dit, il y a la responsabilité de l'État, mais il y a la responsabilité de chacun des citoyens que nous sommes. Alors, mais beaucoup plus la responsabilité des dirigeants, parce que c'est à eux de définir le cadre et de dire, par exemple, à l'école, il faut désormais peut-être chaque mois organiser des sorties, excursions, et l'imposer à l'école. Ça, c'est beaucoup plus de la responsabilité des gouvernants, en tout cas des autorités en charge du secteur de l'éducation. Moi, acteur culturel, travaillant avec plusieurs structures culturelles, je sais quel effort fourni c'est privé pour l'animation de la vie culturelle. Vous savez, il y a des espaces culturels au Bénin qui n'ont pas encore bénéficié de l'aide de l'État, mais qui font un travail magnifique. Quand je dis l'État doit organiser le cadre, l'État doit organiser le cadre. Moi, je vous donne un exemple tout simple. Nous avons vu la Fondation Zinsou dans ce pays qui, lors de ces expositions, prenait des bus, prend des élèves, les amener. On veut la même chose. Si on veut que les enfants prennent le goût, en fait, il n'y a rien à inventer de toutes les façons. C'est des choses que les autres ont fait, qu'on peut copier. Si on veut donner du goût, il faut que l'État aussi mette la main à la pâte. Il faut que l'État aide à le faire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que cette exposition ne doit pas être... Avant cette émission, je disais que moi, acteur culturel, j'ai pour l'habitude de dire que
le gouvernement actuel a mis de côté le secteur culturel et a pris à bras le corps le secteur touristique. Pour moi, on ne peut pas développer le tourisme sans la culture. Et chose extraordinaire, pour cette exposition que le gouvernement a organisée, il n'y a pas que des Béninois, il y a des collectionneurs qui sont arrivés. Il y a des personnes qui sont venues de partout, des connaisseurs d'art, des acheteurs, des collectionneurs, les hommes de la presse, ainsi de suite. Mais c'est de ce marché qu'il faut qu'on crée. Il faut qu'aujourd'hui, l'État dise, OK, d'accord, pour notre deuxième quinquennat, il faut qu'on ose. Vous nous avez donné le goût à la chose. Moi, j'ai aimé, beaucoup aimé. Et on ne veut pas que ça s'arrête là. D'où je dis, l'État a l'obligation d'organiser la chose pour nous. Les espaces culturels classiques, 2 secondes, les espaces culturels classiques le font avec leurs moyens. Mais il y a des choses qu'on peut faire plus facilement si l'État est partenaire. Si l'État dit, OK, tous les 2 ans, et je loue, je salue justement l'ambition, le désir de faire la chose. Nous avons une galerie nationale qui a commencé il y a moins de 2 ans à s'impliquer et à faire des choses. Et même quand moi j'étais allé voir cette exposition, j'ai vu l'une des responsables, Madame Lassissi, en train d'expliquer les œuvres d'art. Mais après ça, quel marché allons-nous créer si nous voulons développer le tourisme? Alors, on va finir, on n'a plus assez de temps, on va finir là-dessus sur cette exposition in-off qui donne l'occasion à ces espaces culturels privés également d'abriter quelques œuvres également, même si ce n'est pas forcément les 26 œuvres revenues de la France. Donc, ça permet de mettre également, d'accompagner, comme vous le disiez, d'accompagner un tant soit peu le secteur privé culturel. Mais c'est ce qui m'amène encore à dire, il revient à l'État d'organiser le cadre. Vous savez, la première fois où moi j'ai eu la chance de visiter des expos en offre, c'était à la Biennale, ou bien toutefois, c'était à la Biennale de Dakar. C'est quand il y a une grande exposition que les opérateurs privés disent, ah, il faut qu'on en profite, il faut qu'on se greffe à ça, il faut que nous aussi nous organisons. Si aujourd'hui vous allez à l'Institut français du Bénin, il y a une expo en cours. Si aujourd'hui vous allez à le parking, c'est à Fidjrosset, c'est un espace dirigé par un artiste, Maru Dansou. Il y a une exposition en cours, c'est dans l'offre. Si vous allez à Porte-Novo, à la grande place de Rafi Okefolaha, vous avez une exposition. Si vous allez au centre aujourd'hui, vous avez une exposition. Et il y a beaucoup d'autres expositions. Il y a aussi à Bomé, le lieu de Zinkpé, le lieu unique. Oui. Le vernissage est justement pour le vendredi. Ça démarre vendredi dernier. Le vendredi dernier. Oui, tout à fait. Et même, c'est un peu partout. Vous verrez des expositions. Et c'est de ça qu'on parle. Et c'est de ça que nous avons besoin. Alors Arnaud, on a abordé la nécessité pour l'État d'accompagner le secteur privé. On va finir là-dessus sur le fait que cette exposition lève le voile sur cette mentalité qu'on a à croire que l'art est réservé aux élites. Non seulement on a cette mentalité de croire que l'art est réservé aux élites, mais bien entendu, il est indubitable que nous sommes déjà une nation. Oui, on sait s'entendre autour de l'essentiel, comme le chef de l'État l'a dit. Oui. D'accord. Mais nous avons une société au son de cloches dissonantes. C'est-à-dire quoi? On prend l'art comme quelque chose de satanique. Et tant que dans la société, il y aura ce courant-là, ça ne passera pas. Alors, quand on proposait tout à l'heure que les instituteurs accompagnent et la volonté du gouvernement... Il reste 15 secondes. Je me rappelle ces bulles de dialogue de l'enfant Claudio sur Fraternité. C'est hier que je l'ai vu, où il a réuni les trésors royaux, là, les totems de Guézo, de Glélé, de Béhanzin, qui se dialoguaient entre eux. Vous voyez des schémas comme ça, des caricatures comme ça, dans nos livres de lecture, dans les livres de lecture de nos enfants. C'est déjà un début de familiarisation, de réappropriation. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Merci à vous, Arnaud Adadja. Emmanuel Toindaho-Tometi, merci également pour le décryptage que vous venez de faire de cette exposition. À présent, je vais installer le dossier de la semaine. Alors,
Alors donc que les gouvernements tentent de relancer l'industrie touristique durement touchée par la Covid-19, eh bien la gastronomie a aujourd'hui un rôle emblématique à jouer pour enrichir le tourisme et apporter une aide économique au développement du monde entier. C'est également le cas du Bénin. On va parler tout de suite de la gastronomie béninoise. Avant, suivons cet élément. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Bomé, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi ablo-yoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exploitation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Et voilà, Patrick nous a planté dans le décor, il nous a donné de l'eau à la bouche. Malheureusement, on ne pourra pas manger sur ce plateau. Et celle qu'on reçoit, elle aussi, elle a pris l'habitude de donner de l'eau à la bouche. Elle a des doigts magiques, je le disais. Valérie Gbagidi Vinakpong, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Et mon colistier qui était dans le reportage, qui nous a donné envie de manger, Patrick Adiabojou. Vous êtes là, bonjour. Ulvaeus Balogun, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Valérie Vinakpong Gbagidi, bonjour. Bonjour. Quand on est patronne, responsable d'un restaurant, d'un espace de restauration privé qui promeut les mets béninois, je voudrais tout de suite vous demander comment se porte la gastronomie béninoise. Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Merci à toute l'équipe de BB24 pour l'invitation.
Alors, la gastronomie béninoise, pour donner une réponse brève, je dirais qu'elle se porte tant bien que mal. Pas très bien, mais pas mal non plus. Donc, nous sommes au juste milieu. Pourquoi pas bien? Pas bien, simplement parce que cette gastronomie n'est pas encore au niveau où nous voudrions qu'elle soit. Ce niveau, c'est lequel, par exemple? On voudrait que du nord au sud du Bénin, que tout Béninois s'approprie sa gastronomie, sa cuisine à elle, et non pas se ruer du matin au soir aux produits importés. Et c'est malheureusement ce que nous voyons. Bien, simplement parce que de plus en plus des initiatives sont prises. Je donnerai juste un exemple. Cette fameuse décision du mois du consommation local, c'est vraiment à saluer. Et ce mois permet à la gastronomie béninoise de se faire connaître, de se faire une belle peau, de se montrer sous son meilleur jour. Oui, pendant ce mois du consommation local, vraiment, je découvre mon Bénin que j'aime tant. Et quand on parle de consommation local, je rappelle, vous disiez tout à l'heure, je voudrais préciser aux téléspectateurs que vous êtes en train de parler du mois d'octobre. Le mois d'octobre a été choisi par les gouvernants pour célébrer le consommation local. Et je voudrais vous demander, au-delà du mois d'octobre, quand le mois d'octobre n'existait pas, comment on célébrait les mets béninois? Les mets béninois se célébraient par des initiatives privées, quelques restaurants dont Saveur du Bénin, choisissent déjà. Quand on choisit Saveur du Bénin, on prend le risque de dire nous ne servirons que des plats béninois. Mais bon, on ne va pas rester tout à fait fermé, ouvert sur d'autres plats de la sous-région. C'est-à-dire qu'on fait la promotion, on a choisi de faire certains vendredis des buffets typiquement de la cuisine béninoise, des buffets thématiques, des thèmes par exemple sur les haricots. On fait par quinzaine, mensuellement. Et par exemple, quand on prend un thème, c'est toutes les variantes, tout ce qui peut tourner autour du haricot, par exemple. Quand je prends l'igname, mon buffet ce vendredi, par exemple, sera autour de l'igname. Je fais tout ce qui peut être fait à base d'igname dans mon pays. Quand je prends le riz, parce que de plus en plus le riz est produit chez nous, ce qui n'est pas encore vraiment accepté, ça c'est une parenthèse qui m'écoeure, me fait vraiment mal au cœur. Quand je sers le riz béninois dans mon restaurant, c'est une autre parenthèse. Hein. Allez-y. Les clients te disent tout de suite, c'est pas parfumé, c'est pas ceci. Je dis, on va mettre un peu de parfum. Donc, qu'est-ce que je disais? La gastronomie béninoise, par rapport à certaines initiatives privées, se fait connaître de mille manières avant l'existence du mois d'octobre. Merci. L'autre chose que je voudrais vous demander, quand on parle de la gastronomie béninoise, quels sont les mets que nous avons? Citez-nous quelques-uns, les mets béninois qui révèlent notre identité. On disait tout à l'heure dans l'élément témoin le djongoli. Et qu'est-ce que c'est que le djongoli? Le djongoli, fameux djongoli. Djongoli, c'est un plat à base de haricots, c'est l'ingrédient principal. Mais à côté du haricot, quelle que soit la couleur du haricot, il peut être rouge, blanc, il y a le haricot noir également. Haricot et de la farine de maïs, c'est la base. Plus maintenant tout ce que vous pouvez apporter comme épices, comme protéines, poissons, viande. À la base, on n'y ajoutait plus de protéines parce que le haricot à lui seul suffisait. Mais la modernité fait que on le sert avec soit du poisson, soit du poulet ou ce qu'on veut. Donc le djongoli, le amiwo, ce plat qui fait aussi l'unanimité, c'est nos sauce feuille, les gourmands-indiens, qu'on soit nigérien, burkinabé, togolais, ivoirien, ceux-là que j'ai rencontrés sont unanimes, sont d'accord que le goût passe.
toutes les substances nutritives que contient le mont indien sont vraiment à saluer. Donc c'est un des plats phares de notre pays, sans oublier le lion pilé. Lion pilé, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre, ou comment est-ce qu'on met toute cette gastronomie ou tous ces plats-là au service du développement économique? Alors, gastronomie, quand on parle de gastronomie, c'est déjà la cuisine raffinée. C'est déjà la cuisine mieux élaborée. C'est la cuisine dont on a pris le soin de choisir les meilleurs produits. Exactement. Quand nous choisissons, nous prenons, comment il faut dire, quand on a la volonté de choisir les meilleurs produits pour en faire une gastronomie, forcément le touriste, ceux qui viennent ne peuvent qu'aimer ce plat. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux aller. C'est-à-dire quand je fais le choix d'améliorer ce que l'on fait, de choisir correctement ces produits, on ne peut que donner de bonnes choses. Exactement. Et ceux-là à qui vous faites partager, vous faites connaître ce que vous présentez, sont conquis, sont sidérés, aiment la gastronomie béninoise et ne peuvent que revenir. Et quand ils reviennent, mais vous comprenez avec moi forcément que ça fait des retombées. Diriez-vous que la gastronomie béninoise n'est pas mieux structurée, mieux améliorée, mieux valorisée? Parce que ça semble être ce que vous voulez en train de dire. C'est ce que on n'arrive pas à mieux promouvoir la gastronomie. C'est pour ça qu'on ne sent pas la conséquence. C'est retombé là. Exactement. Je ne vais pas le dire complètement. Ça commence par venir, mais ce n'est pas complètement ça. Je n'en veux que pour preuve, les hôtels dans lesquels nos touristes séjournent, c'est très rare. Il y en a quelques-uns qui font l'effort de proposer de la gastronomie béninoise, mais c'est dangereux de continuer par... Des touristes viennent d'un peu partout du monde. De continuer par leur présenter ce qu'eux, ils ont l'habitude déjà de manger chez eux. Quand vous prenez la carte d'un grand hôtel de ce pays, quand je regarde, je ne vois aucune trace du amiwo, je ne vois aucune trace de montagne. Même hier, par exemple, moi j'ai fait, je ne vais pas appeler le nom, je ne vais pas citer l'hôtel, mais non. Ce problème que vous posez, ce n'est pas... Ce problème ne se pose-t-il pas en fonction de l'absence des matières premières? Quand vous voulez faire de la bonne gastronomie, est-ce que vous arrivez à trouver tout ce qu'il vous faut au Bénin? Ben, complètement, on a tout. Que ce soit au marché ou de plus en plus, on a des fermes qui essayent de faire des productions même biologiques, bio plutôt, sans intrants et autres. Il suffit de les contacter. Il y en a. On n'est pas en manque de produits. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui manque alors? C'est la volonté? La volonté, l'ambition. Simplement l'ambition, la fierté de présenter ce qui est de chez nous, parce qu'on a peut-être des complexes. Il y a une tata avec qui j'étais hier qui nous racontait une anecdote qui disait elle a voulu recevoir une autorité de ce pays. Et quand elle a présenté le tchapalo, après, une autre personne me dit « Mais non, tu nous dévalorises. Comment tu peux faire ça ?» À côté des jus de pomme et autres. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Ce qui nous vient d'ailleurs, nous ne maîtrisons vraiment pas comment cela a été fait. Comment c'est fabriqué. Qu'est-ce qui est entré là-dedans? Alors, donnons priorité. Vous êtes en train de souhaiter que les choses changent. C'est pour ça que vous faites un diagnostic de l'état des lieux. Mais je voudrais savoir, si je suis à Parakou, dans le nord Bénin, quels sont les mets que je peux m'offrir pour satisfaire mes papilles gustatives? Alors, à Parakou, dans le nord du Bénin, il y a la cuisine béninoise, elle est variée. Elle est d'une diversité totale. Exactement. Pour revenir à Parakou, on a le wassa wassa qui a bercé toute mon enfance, moi. Je mangeais wassa wassa avec du ragoût d'igname. À côté du wassa wassa, on a le toubani, on a la sauce comme les corfées, on a le dissiment. Le dissiment? Oui. Le dissiment, c'est quoi? Dissiment, ce n'est que, vous connaissez les feuilles de bissap. Les feuilles de bissap, le bissap, vous connaissez. Oui. Le bissap, c'est la fleur rouge. Oui. Avant la fleur, il y avait les feuilles. Elles sont vertes. Elles permettent de faire une sauce légèrement acidulée, très bonne à manger. Donc c'est dissima tout simplement. Il y a les coptas, il y a le foura, vous connaissez? Non, je ne connais pas.
C'est un dessert. Non, laissez-le. Le fourrage, c'est quoi? C'est des boules de mil, de petits mils, dont on triture. On peut triturer et rajouter du lait caillé. Et pour bien corser cela, on rajoute un peu de piment. Pour le bon fourrage, on rajoute du piment. Je voudrais demander, quand on est dans le sud du Bénin, quels sont les mets qu'on trouve? Alors, au sud du Bénin, le fameux djongoli, on a le menthe indien d'Abomey, l'igname pilé entre le centre Bénin et le nord également, sauf que les sauces diffèrent, ou qu'on soit dans le centre ou au nord du Bénin. Le amiwo, le atutu. Atutu, c'est un plat qui ressemble beaucoup à amiwo, mais ce n'est pas de l'amiwo. Les ingrédients sont presque les mêmes, sauf que dans le atutu, on met des tourteaux, je crois, les gros crabes. Donc ce n'est pas présenté avec du poulet comme on a l'habitude. C'est souvent les pédas. À Ouida, à Grand Popo. Il y a le fameux dacoin, le ploloba. Quoi encore? Quand on va dans le Wémé, le pété dont beaucoup se méfient parce qu'ils n'aiment pas consommer le sang, on a plein d'autres. On fait le pété aujourd'hui sans le sang, avec de la tomate tout simplement, avec du haricot rouge torréfié. On peut faire du pété. On a le dja d'Okoto, le dja d'escargot dans le plateau. Il y a une diversité. Avec toute cette diversité de mets que nous avons, on va dire chaque région avec son... Qu'est-ce que vous êtes... on sait que vous êtes promotrice d'abord de cette gastronomie béninoise. Qu'est-ce que vous faites en tant que vous qui êtes acteur de ce secteur-là? Qu'est-ce que vous faites ensemble pour booster la gastronomie béninoise? Il y a juste un petit mot dans ta question qui m'attriste. Le ensemble. Le ensemble n'existe pas. Et c'est vraiment malheureux. Le monde de la restauration est un monde fermé, complètement... Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus de femmes que c'est comme ça. Et il faudrait que les choses changent véritablement. Et déjà on a certains marchés, l'autre se dit quand on est ensemble, l'autre va prendre mon marché, va prendre ceci. Et c'est un monde assez fermé. En fait, il y a la jalousie. Il y a la jalousie et je pense que ça devrait quand même finir. On doit vraiment se mettre ensemble pour montrer le meilleur de ce que nous avons. Parce que meilleur, il y en a. Il y en a vraiment. Alors, on doit comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas une association, une fédération... Il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a plusieurs associations. Au-delà des acteurs même, au niveau gouvernemental, au niveau central, quelle est la politique qui est impulsée ou il n'y a même pas de politique non plus là? À ma connaissance, je dis bien, je ne connais pas, je n'en vois pas, je ne sens pas d'initiative à l'endroit de ces acteurs de la restauration. C'est cela, malheureusement, peut-être qu'il y en a que je ne suis pas informée, je ne veux pas dire des sottises. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait qu'au plan national, pratiquement, il n'y a pas de volonté politique, c'est vous qui le dites, parce que vous êtes dedans depuis des années, vous n'arrivez pas à nous confirmer exactement s'il y a une volonté politique, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la culture? La volonté politique commence par venir, le mois du... On était à la deuxième édition déjà, donc ça commence par venir. Et c'est vraiment à saluer. Et pour exporter nos mets, vous avez des stratégies, des choses à proposer pour l'exportation? Exportation, mais proprement dit, quand vous parlez de mets, c'est que c'est déjà fait. Oui. Ce n'est pas encore à grande échelle, sauf quelques vacanciers qui viennent et qui vous demandent de leur concocter des choses qu'on congèle et ils peuvent... Ce n'est pas encore fait vraiment à grande échelle. Il va falloir faire un travail assez poussé. Sur ce plan-là, voir comment est-ce qu'on peut conserver, dans quelles conditions, comment proposer d'abord, faire le choix de proposer et la conservation également compte beaucoup.
Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une politique personnelle à votre niveau ou au niveau de vos associations, fédérations, pour aller vers les Béninois dans les contrées, aller les sensibiliser, discuter avec eux, leur présenter davantage nos identités culinaires? Parce que c'est ça aussi. Organiser des séances de porte ouverte sur la nourriture. Exactement. Est-ce que vous avez pensé une fois à l'université? C'est tout un peuple qui est là-bas. C'est de très bonnes idées que vous nous donnez là. À part mais les buffets qui sont ouverts à Saveurs du Bénin, quelques ateliers que je fais avec des femmes, des jeunes filles. Il y a quelques années, pendant les semaines culturelles, j'ai fait dans 2 collèges de la place. Je réunissais quelques filles avec qui je partageais des recettes, mais bon, pas manque de... Est-ce qu'il faut dire moyens ou de disponibilité ou de soutien, je vais dire. Ça, c'est cette ardeur, ça s'est estompé à mon niveau. Et je crois qu'il faut que nous reprenions, pas que moi, tout ce beau monde des métiers de la bouche. Oui. Parce que quand il n'y aura pas de transmission, quand on ne va pas donner le goût, l'envie à nos jeunes, on aura beau crier que les jeunes aiment Jarama et autres, là, qu'est-ce qu'on fait? J'en suis consciente. Et il ne faut pas que je sois seule, beaucoup d'autres le font aussi. Et à part les réseaux sociaux, qu'on se lève véritablement, comme vous l'avez dit. C'est une très bonne idée. Le campus... Oui. Le campus et puis les universités privées aussi, pour vendre... Comme j'ai dit, je l'ai déjà fait dans 2 collèges en 2017 et 2016-2017. La question que je voudrais vous poser, peut-être nous sommes à la fin de ce petit entretien. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement de Patrice Talon si ce gouvernement doit agir maintenant et tout de suite pour booster la gastronomie béninoise? Pas forcément du gouvernement de Talon, hein, oui, on va dire des autorités. Oui. Bon, des autorités. Quand je dis gouvernement de Talon, c'est lui qui est là aujourd'hui. Alors, mais concrètement, nous réunis dans un creuset. Très bien. Réfléchit, et on définit qu'est-ce qu'on mettra en avant. J'ai toujours dit, l'idéal pour nous, c'est qu'un jour, on dise au Bénin, il y a tel le pays où telle chose se mange. On peut identifier un certain nombre de plats à mettre en avant et nous former. Vous avez besoin de la formation? De formation. Pas forcément moi, mais ceux qui nous entourent, les plus jeunes, où on trouve des restaurants où la plupart des clients sont souvent déçus, alors que si ceux-là avaient reçu une petite formation, ils donneraient le meilleur de la gastronomie béninoise. Mais il y a quand même des écoles qui forment dans la restauration au Bénin, qui sont accréditées par l'État. C'est vrai. C'est vrai. Il faudra renforcer. Il y a un autre problème. Il faut bien comprendre ce que dit. Absolument. Alors donc, je dis que le gouvernement nous réunisse, nous apporte le soutien. Je sais que la période Covid a fait que le gouvernement a soutenu un certain nombre de restaurants, un certain nombre, je dis. Donc, et que si cela peut continuer sous une autre forme, n'attendons pas forcément Covid, on nous réunit, je ne sais pas, il doit forcément y avoir des séances de temps à autre, échanges, partage d'expériences. Pour booster, pour donner encore plus de punch à ces acteurs-là, de porter encore plus haut la gastronomie béninoise. Je sais qu'une dernière question, Yvaïus, s'il vous plaît. Malheureusement, une dernière question. Je ne pourrais pas, M. Patrick Adjamodou, je ne pourrais malheureusement pas parce que le temps est totalement parti. On va conclure cet entretien. Je vous donne 30 secondes alors. 30 secondes. Je sais que dans les aides de la culture, le gouvernement est en train de penser mettre sur pied un fonds de bonification pour accompagner les industries culturelles. Est-ce que vous, entreprises, restaurateurs, restauratrices, est-ce que vous avez un accompagnement, je parle de financement, pour valoriser vos idées, vos initiatives? Alors, en quelques mots. Jamais. Pour le moment, pas encore. Et même quand on veut se faire accompagner par les banques de la place, c'est pas facile du tout. On est malheureusement appelé à travailler sur nos propres fonds, ce qui ne permet pas vraiment de faire grand chose. J'aurais aimé, je ne sais pas. Avant de venir, je visualisais une vidéo où, lors de la semaine du goût en France, un seul chef arrive à nourrir, fait déguster 1000 personnes dans la rue. Ça m'a donné une idée type. Je dis, waouh, pourquoi pas? Mais est-ce que j'aurai les moyens de le faire?
je vois. Espérons que vos cris de cœur soient entendus par ceux qui ont la capacité de vous accompagner. La gastronomie béninoise en faire un atout pour le développement économique du Bénin. Merci Patrick Adjabodjou, vous avez volé du temps, hein, vous le savez. Merci. Vous devez m'emmener chez Madame Valérie. Merci d'être passé sur ce plateau. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche, à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.